puisque c'est la première conférence depuis plus d'1 an. Et bon, évidemment, vous êtes tous masqués, j'ai l'impression d'être à l'école. Mais néanmoins, bien que vous soyez tous masqués, c'est très agréable de vous retrouver nombreux pour cette conférence. Nombreux parce que vous manquiez d'architecture et parce que c'est Sandra et Jean-Pierre qui sont là ce soir. Alors on est encore plus heureux d'accueillir Jean-Pierre Crous et Sandra Barclay et d'ouvrir avec eux cette nouvelle saison de conférences. D'abord parce que vous étiez déjà venus à la SFA en 2008 et qu'on avait été très heureux de découvrir ce qui était à l'époque un peu vos premiers projets péruviens. Et là, ils ont construit bien davantage depuis et beaucoup de très belles choses qu'ils vont vous montrer. Leur carrière a connu un développement spectaculaire avec le prix Oscar Niemeyer pour l'Amérique latine. Sandra revient du jury de la Biennale de Venise. Et on est aussi heureux parce que Jean-Pierre et Sandra sont... Excusez, alors ça, le truc qui ne pardonne pas. Non, c'est Stravinsky, ça va. Notre programmation qui est, vous imaginez, depuis 1 an, on essaye de faire une programmation de conférences qui s'adapte à la situation difficile. Et on avait imaginé ce qu'on a appelé une saison française. Et Jean-Pierre et Sandra travaillent pour l'essentiel maintenant au Pérou et dans le reste de l'Amérique latine. Mais néanmoins, votre proximité avec la France, bien connue, nous permet aussi d'imaginer qu'on ouvre avec vous cette saison un peu particulière qui est une façon de nous tourner vers des gens qui ont fait une partie de leurs études ou le début de leur carrière ici. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Comme d'habitude, évidemment, après la conférence, vous aurez tout le loisir de poser de nombreuses questions à nos invités. Et Jean-Pierre et Sandra, je vous laisse la parole. Merci encore. Merci Olivier et merci pour la SFA pour nous avoir invités et puis bonjour à tout le monde. On est content de voir beaucoup d'amis. Oui, donc on a préparé une conférence c'est la première fois qu'on va montrer nos travaux de cette manière. Et donc on a une déformation nord-américaine de écrire ce qu'on va dire. Avant on ne le faisait pas. Mais on voulait plus que vous montrer une série de projets, vous montrer le fil conducteur qui, en quelque sorte, qui lie tous les projets qu'on a fait, notamment dernièrement. Et donc, cette conférence a comme point de départ un livre que le IIT de Chicago nous a publié suite au prix Miss Van der Rohe pour les Amériques. Ce livre était présenté il y a 2 semaines ou 1 semaine et demie, justement à la Biennale de Venise. Et ça, c'est la couverture du livre. Et donc, on n'a pas voulu faire de ce livre une monographie, c'est-à-dire une collection de projets, mais on a voulu surtout établir un moment de réflexion sur les questions qui enchaînent notre production architecturale, dont la valeur, en plus, on pense, dépasse les raisons de nos projets. Et même s'il s'agit d'une sélection de projets, le regard porte sur l'ensemble de notre œuvre construite. Cette recherche patiente s'est faite le long de nos projets, surtout ceux qui se sont construits, car ils nous ont permis de vérifier nos hypothèses et de cibler les questions qu'on se pose au moment d'entamer un nouveau projet. La culture du travail constant fait aussi partie de cette recherche, bien sûr. Dans chaque projet, nous passons du croquis à la maquette,
de la maquette au dessin précis, du dessin à la réalité constructive, et de retour à la maquette, au dessin, au croquis. Et c'est une dynamique qui est la plupart des fois imprévisible entre la pensée, la main et la matière. Et notre séjour en Europe a été pour nous une longue recherche par les dessins. C'est à travers de l'observation qu'on a développé notre culture architecturale. Et l'effet de penser avec la main nous a donné la perspective nécessaire pour voir ce qui est possible de faire dans notre pays avec d'autres yeux. Et on s'est aperçu qu'il suffit d'un déplacement du regard pour que la limitation des ressources de nos pays en voie de développement ne soit pas perçue comme un inconvénient, mais comme une opportunité. Le climat doux de notre tropique unique, hein, c'est pas les palmiers et la forêt tropicale, mais un désert, et représente pour nous une immense opportunité aussi pour l'architecture, car en absence des pluies, des chauds, des froids, elle perd l'une de ses raisons même d'existence, c'est-à-dire que celle d'offrir un refuge. Sans l'obligation de se protéger, demeure seule sa capacité d'être généreuse et de répondre aux besoins d'intimité et de bien-être. Quand on fait un projet, la question fondamentale n'est plus tellement liée à la cabane des logis ou à la grotte comme origine de l'architecture, mais plutôt à la connexion cosmique des Stonehenge ou des Morai au Pérou. Les projets peuvent se concentrer sur l'établissement d'un rapport intelligible avec les cosmos. Les cosmos, c'est conçu comme un ensemble dont les lieux est important, et de manière à trouver un sens lié plus aux aspirations humaines et le rapport avec ces lieux qu'à l'intention de répondre aux besoins des abrités. Raphaël Moneo, qui présidait le jury du concours pour les lieux et la mémoire que vous voyez à droite, dit que pour un architecte, il est crucial de discerner parmi les conditions du lieu celles qui doivent être gardées et cultivées, de celles qui peuvent disparaître suite à l'émergence de la nouvelle réalité que le nouveau projet, le nouveau bâtiment produit. Dans cette représentation de l'Éden de Kircher, à gauche, un microcosmos intelligible est établi à l'intérieur d'une enceinte. L'intérieur est un monde à part entière, ou du moins une image de ce monde. L'Éden n'est pas un jardin, il n'est pas nature, c'est un acte culturel et topologique qui traverse toutes les civilisations. Et pour Uchuco, ce palais précolombien à Lima est un Éden pour nous, les architectes péruviens. Plus qu'un objet dans le paysage, est un micro-monde qui nous a apporté, sans presque vouloir, à dessiner nos projets en coupe. La coupe devient le moyen privilégié pour comprendre les bâtiments. Et en parlant des coupes, Alexandre von Humboldt fut le premier, après l'arrivée des Européens en Amérique, à comprendre les territoires des Andes centrales. Et la chose la plus importante pour nous architectes, c'est qu'il a compris que pour expliquer les territoires, le paysage et le climat, la coupe est essentielle. L'altitude, et n'est pas la latitude, nous permet de comprendre notre climat et comment on est, comment on agit et comment on construit. À cet endroit qui est un peu coincé sur la côte, coincé entre l'océan et les montagnes des Andes. C'est ainsi que Lima, qui est face à l'océan, possède une lumière très particulière, située dans un paysage monochrome, et fait d'elle une ville sans ombre pendant 8 mois dans l'année. Et quand on a reçu la commande pour faire les premières maisons au bord des mers sur cette côte, un peu plus au sud de Lima, mais pendant qu'on travaillait à Paris, on a vite compris qu'on devait chercher les solutions à partir de l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans ces paysages exceptionnels.
Comme à Pachacamac, non loin du site pour les maisons, on a deux éléments universels pour s'intégrer à l'immensité du désert et pour créer l'intimité nécessaire pour l'habiter. On dessine le profil de la falaise et une plateforme dans les points d'union entre celle-ci et l'étendue du désert. Puis une enceinte, un élément qui nous procure de l'ombre, une piscine qui ramène l'océan à la maison et sert de cadrage. Sous la plateforme, les espaces intimes sont excavés. Au soleil couchant, la piscine agit comme brise-soleil pour les pièces plus intimes. Dans la maison X, dessinée en 2001 depuis notre agence à Paris, l'espace de circulation à l'air libre cherche à condenser la coupe territoriale qu'on voit en haut, reliant l'océan Pacifique aux Andes. Humboldt, en dessinant la coupe que vous avez vue, utilisa le terme cosmos comme le terme qui encapsulait ciel et terre en une seule entité. La fente qui structure la circulation dans la maison condense à l'échelle architecturale la coupe du territoire. On cadre le ciel, la piscine suspendue ramène l'immensité de l'océan à la maison. On monte l'escalier pour finir par un enclos qui protège un arbre solitaire au niveau supérieur. Dans les maisons W construites des années plus tard dans la même baie, le plan horizontal définit deux stratégies. Du dessert, les maisons semblent être excavées dans le sable, alors que de la plage, elles apparaissent comme une extrusion à la falaise. La même chose se passe à l'intérieur de l'enceinte. La plateforme définit l'espace de vie quotidienne avec les piscines qui mettent en rapport ses habitants. Et sous la plateforme s'organisent les espaces de vie intimes, les chambres couchées. La nécessité des microcosmes est une constante dans ces paysages vastes et absolus. Et au Pérou, des pierres sacrées le long du territoire font hommage aux montagnes sacrées, et reliant le domestique à l'incommensurable. Et ces pierres à Machu Picchu ramènent le monde à l'échelle humaine. Et c'était une pratique très commune aux habitants des Andes. Et donc, au moment de dessiner une maison dans la vallée sacrée des Incas, non loin de Cusco, on a vite décidé que cette maison ne pouvait pas se référer à l'architecture traditionnelle, encore moins, bien sûr, à l'architecture inca, mais qu'elle devait se mettre en rapport à la géographie. Un peu comme les pierres sacrées, la maison ramène les montagnes à l'échelle intime de la maison. Et encore une fois, la manière dont on s'installe depuis des siècles dans la déclivité est reprise dans le projet de la maison. On commence à dessiner les montagnes sacrées du Pituciray, on descend dans la vallée et la pente naturelle est modifiée en terrasse pour créer la surface de vie. Les toits recouverts en pierre et à l'inclinaison de la pente des montagnes permet de définir une cour et devient un dispositif de chauffage nécessaire à 2800 mètres d'altitude. Et à 2000 km au nord de Cusco, dans la forêt sèche tropicale, on a construit un pôle éducatif pour l'université de Piura, situé à 4 degrés au sud de l'équateur, pour accueillir de nouveaux étudiants issus du milieu rural et en précarité économique, grâce à un programme de bourse de l'État péruvien. On est là dans un désert chaud et sec, et la forêt permet de créer un microclimat de fraîcheur. Et en réalité, c'est une forêt artificielle, plantée par les dirigeants de l'université, profitant des pluies décennales qui arrivent avec le phénomène du Niño. Ils ont décidé à l'époque qu'il valait mieux commencer à bâtir un campus en plantant des arbres dans les déserts au lieu de bâtir des salles de classe. Cela a été pour nous un bon point de départ pour le projet. Donc, on dessine les reliefs ondulés du sol et les caroubiers plantés du campus
et la clairière qu'on a prévue à l'époque pour le futur bâtiment. On prolonge l'ombre de la forêt en définissant une ligne horizontale à la hauteur de la cime des arbres, qui nous permet de créer les bonnes conditions environnementales pour l'apprentissage. Le programme va se développer du haut vers le bas, comme à la tourette. Le résultat est une série de bâtiments qui conforment une entre-deux. Et cet entre-deux est l'espace privilégié pour que les étudiants provenant des milieux très différents puissent se connaître dans un lieu propice, en dehors des salles de classe. On a été toujours fasciné par ces entre-deux, et à tel point que le deuxième chapitre du livre s'appelle l'espace ambigu. Je ne sais pas si c'est bien écrit ambigu comme ça, mais bon. Je sais pas. Mais bon. Heureusement, il n'y a pas de traduction française du livre, donc j'ai droit à me tromper. Donc, ces entre-deux qui peuvent être généreux et surtout pas chers de construire dans les tropiques. Ils définissent des espaces ambigus où il n'est pas clair si on est à l'extérieur ou à l'intérieur, où quelquefois on perd même les sens de l'échelle des espaces. Ils existent aussi dans d'autres latitudes, comme vous pouvez voir dans le dessin fait il y a très longtemps, 96. Et donc ces espaces ne sont pas non plus exclusivité des tropiques. On a démarré cette exploration avec la maison Equis, dessinée quand on était toujours à Paris, et en effaçant les limites entre extérieur et intérieur. Et on a amené cette stratégie dans l'espace domestique en ville, dans la maison A4 qui est assez récente, à Lima, installée dans un lotissement traditionnel, les microcosmos, et définie par une enceinte et un paysage artificiel peuplé d'arbres, hauts et un jardin. Et les volumes suspendus donnent le rythme et abritent les pièces de nuit. Les vides entre eux cadrent les ciels blancs et abstraits de Lima, tel un plafond lumineux d'un musée. On a une lumière des musées, nous, à Lima. Donc ça, c'est ce qu'on a souvent à Lima, c'est-à-dire que les bâtiments se confondent avec le ciel. Et même stratégie pour un restaurant qui s'appelle l'Imana, où l'on crée une transparence à la hauteur de l'œil, tout en créant des espaces ambigus, quelquefois à ciel ouvert, quelquefois couvert, mais dans une continuité totale. On retrouve aussi l'ambiguïté dans les rapports entre architecture et territoire. Au Japon, les pierres du temple de Ryoanji, de l'image à gauche, peuvent être lues aussi comme des îles ou des montagnes, alors qu'à Cusco, le temple de Kenko peut paraître comme une petite pierre taillée, et en réalité, c'est une énorme maquette du paysage environnement. On voit la personne pour avoir une idée de l'échelle de la pierre. En insérant le lieu de la mémoire dans la logique de la falaise et ravin de la baie de Lima, l'architecture se relie à la logique territoriale qui s'étend sur les 20 km de la baie et se met en rapport avec la côte tout entière. Elle se relie aussi à la mémoire du paysage et non seulement à la mémoire des faits de violence politique qui étaient à l'origine du programme. On rentre au lieu de la mémoire entre la falaise naturelle et les bâtiments, créant un espace qui n'est ni urbain ni le paysage de la baie de Lima. La section nous vient à l'aide pour comprendre que cet espace ambigu est issu d'une logique territoriale accompagnée d'une logique économique. En insérant un bâtiment compact tout près de la falaise,
on économise en nombre et profondeur des pieux, des fondations, et on commence à faire entrer les coûts dans les budgets. Le musée Paracas modifie les paysages et dépend de lui avec la même intensité. Depuis la colline où se trouvent les enterrements du 1er siècle de notre ère, le musée peut être perçu comme un élément appartenant au paysage. Et en ayant un maigre budget, nous avons décidé d'utiliser un ciment pouzzolanique qui est naturellement rouge. Et cette fois, en les polissant à main, et suivant la même technique que les vases précolombiens en céramique, qui sont exposés en plus à l'intérieur. Donc les bâtiments se mettent en rapport avec les paysages et les objets qu'ils exposent, tout comme ce vase, qu'on appelle vase maquette, est en effet une représentation du paysage qui apparaît dans le dessin fait par des archéologues en bas de l'écran. Donc le vase représente ce paysage-là. Les dispositifs de contrôle environnemental permettent de diffuser la lumière, de ventiler naturellement et de créer des espaces de transition entre les différentes salles du musée. Ils organisent la séquence muséographique dans un espace continu et fluide. Et les dispositifs permettent aussi de faire évoluer les contenus muséographiques et de l'adapter pour recevoir dans le futur des technologies plus sophistiquées. Ici, on avait un budget tellement réduit que ce musée, il n'a pas d'éclairage, donc artificiel. On n'a même pas pu installer les fluos dans les dispositifs. Donc, quand le soleil se couche, on ferme le musée et c'est tout. Et donc, dans la course verticale du soleil de la côte péruvienne, ces dispositifs donnent sens à l'espace qui est, comme je disais, défini par la lumière. Et les Espagnols ont déjà fait ça il y a longtemps. Oui, quand ils sont arrivés au Pérou de l'Andalousie, donc récemment pris aux morts, ils ont compris ça et ils ont éclairé et ventilé leur maison avec des lanterneaux qu'on appelle là-bas teatinas. L'architecture moderne, arrivée directe de l'Europe, a oublié ces magnifiques moyens d'éclairage que nous avons voulu revisiter. Et c'est dans le projet du restaurant qu'on a installé des bâtiments qui sont séparés entre eux par des espaces intermédiaires, mais qui ont tous ces lanterneaux typiques. Donc, dans ces lieux, l'entre-deux est défini par cette série d'espaces éclairés par les teatinas, et ces dispositifs donc, vont qualifier les lumières à l'intérieur et aussi définissent l'unité du projet, constituée par ces 6 différents volumes. Et si ces dispositifs créent une ambiguïté dans l'échelle du bâtiment, dans le cas de la maison dans la vallée sacrée, la teatina conforme le bâtiment tout entier et ramène le soleil du matin dans son intérieur, alors que le soir, la toiture en pierre et béton transmet de la chaleur à son intérieur. Nature et artifice ont au Pérou un rapport ambigu des cohabitations, à différence du monde occidental où le rapport est souvent de domination de l'homme sur la nature. Quand on a été invité à participer à un concours pour un centre de recherche agricole et hébergement à quelques centaines de mètres de cet endroit magnifique, on a proposé de s'implanter dans la même logique que les Incas, dans l'ambiguïté entre paysage naturel et paysage construit. On a ainsi profité des données géographiques et orientations pour créer des conditions favorables à la vie. C'est-à-dire que le minimum
des changements, comme ils avaient fait à Morail, qui est à gauche, et le minimum des mouvements des terres qui permet donc à la droite dans le dessin de faire le minimum d'altération dans le profil de la plaine, et avec un ravin qui passe à droite. Et tout encadrant, bien sûr, les montagnes sacrées qui sont tout autour et qui définissent la cosmogonie inca. Face à la terrible réalité de la disparition des glaciers tropicaux, on a proposé de rediriger les centres de recherche pas seulement à l'agriculture, mais surtout à la gestion de l'eau. Et donc, c'est en fait en partie la raison pour laquelle le projet était retenu. Et donc, on a ce soin qu'on a apporté à l'implantation d'un site et une gestion sensible des volumes excavés et volumes de remplissage, et nous a permis aussi de construire non seulement dans le respect du monument précolombien, mais surtout nous a permis de concevoir le bâtiment comme une infrastructure pour la récollection de l'eau superficielle et l'eau des pluies, avec un impact très faible dans le paysage. Et donc on voit une vue aérienne avec le ravin et Morail, qu'on voit à peine là avec les terrasses. Et donc l'opération est très restreinte, nous permet de laisser un minimum de traces sans avoir à enterrer le bâtiment. Là, c'est vu de l'autre côté, depuis Morail vers la plaine. La qualité d'intériorité que les espaces extérieurs peuvent créer nous sont toujours fascinés. Dans les grands intérieurs de la topographie helvétia, donc les dessins à gauche, on donne à l'extérieur une qualité d'intériorité. Comme le signale Philippe Rahn dans l'expo à l'Arsenal, la qualité climatique d'un arbre précède la fonction publique. C'est l'ombre de l'arbre qui transforme un lieu en espace public attractif. En effet, pour nous, l'ombre apporte une baisse des températures favorables. Et évidemment, profitant de notre climat, on a cherché à créer des dédans extérieurs avec l'architecture. Et à Piura, cette condition d'entre-deux intériorisé nous permet de signifier l'espace par la lumière et pas seulement par des murs. Les fentes qui séparent les bâtiments pour des raisons sismiques sont l'opportunité, quand on se trouve très près de la ligne équatoriale, de les transformer en horloges solaires, et pour les fentes qui sont orientées nord-sud, et des calendriers solaires pour les fentes orientées est-ouest, comme montre la section. Et donc on voit, on peut, dans un endroit où on n'a aucune différence entre les saisons, on peut voir que si la lumière touche les sols, ça veut dire qu'on est en hiver, et s'il tombe sur le mur, c'est l'été. Mais bon, c'est la seule différence entre été et hiver à cet endroit. Et donc il y a des fois aussi où ces horloges et ces calendriers se touchent, hein, comme on verra dans une vidéo qu'on va vous montrer. Et ces halls d'entrée dans un immeuble de logement à Lima est un dédent extérieur qui fait transition entre l'espace urbain et l'entrée logement. Donc c'est un hall où on rentre, on ouvre une porte, mais on est toujours à l'extérieur. Dans cette maison, l'espace de vie entier est un dédent extérieur, vertical,
qui relie le ciel à l'océan en forme d'équerre. Et comme au Palais des Filateurs qu'on avait en plus visité avant de faire cette maison, tout est en dedans et presque tout est à l'extérieur. Et dans le cas du siège du gouvernement régional de Moquegua, aux portes du désert d'Atacama, on a changé d'échelle, mais pas de stratégie. Donc l'apparente opacité du bâtiment vu de l'extérieur laisse la place à une séquence d'espaces intérieur-extérieur qui permettent de ventiler et éclairer les bureaux naturellement sans faire appel à l'air conditionné. Et les bâtiments se trouvent à la limite entre la ville de Moquegua et les montagnes qui l'entourent. On crée un socle qui abrite les archives et dépôts et qui donne un point privilégié d'observation. De manière similaire au complexe de Piura, le programme est organisé en 5 bâtiments de structure orthogonale. Donc sur cette coupe, on voit que 3. Et définis en périphérie par un cercle. Et ce cercle permet de filtrer la lumière et protéger les différents bâtiments de la forte radiation solaire. Et les dedans extérieurs de la trame centrale relient les différents bâtiments et l'espacement entre eux cadre les paysages et la ville. Dans la tradition constructive précolombienne, on pensait que méritait un chapitre dans le livre et qui s'appelle La matière et les cartes. L'importance d'un bâtiment n'était pas liée à la taille du bâtiment, ni à la monumentalité de l'architecture, mais uniquement à la qualité de la taille de la pierre. Et cette tradition de construire avec attention et intention est toujours présente chez les ouvriers, bien que oubliée par les entreprises. Richard Sennett considère que le travailleur qui a un sens du métier s'engage sur le travail et sur lui-même. Les satisfactions liées au travail sont leur récompense. Ainsi, le travail est lié à la liberté d'expérimenter. Et donc, le travail bien fait, au moins pour nous, n'est pas synonyme de perfection, mais plutôt du soin apporté à l'acte de construire, comme le témoignent ces ouvriers dans les lieux de la mémoire, qui pensent avec une extrême attention les brise-soleils en béton du bâtiment. L'imperfection de ce qui est fait à la main laisse des traces, bien sûr. Et ces traces sont témoins du soin apporté. Elles dessinent en quelque sorte une carte, un registre de l'acte de bâtir. Les choix d'un coffrage artisanal nous a permis aussi d'employer plus d'artisans et d'éviter le coût d'une grue dans un pays comme le nôtre, où la mécanique est encore plus chère que la main. On a construit par strates, comme pour un mur en pisé, et la construction introduit une nouvelle dimension du temps dans le bâtiment. D'ailleurs, on avait le temps parce que on a construit le bâtiment sans avoir des muséos, sans avoir même du contenu muséographique. Et donc cela nous a permis de le construire de cette façon-là. Et la même chose est arrivée aux autres matériaux, comme les sols extérieurs, par exemple. On a utilisé les galets provenant des falaises, mis en place à la main librement par les ouvriers. Chacun pouvait exprimer sa façon et les mettre en place. Et aujourd'hui, on peut distinguer dans le travail d'un maçon, quand le travail d'un maçon démarre et quand s'arrête. Et donc, en discutant avec Juan Carlos Sancho, architecte espagnol, il nous disait que les plans qui servent à anticiper des actions menées à la réalisation d'une œuvre laissent la place, en quelque sorte, dans ces bâtiments, aux cartes qui sont dessinées par le bâtiment même.
révélant les actions qui ont été entreprises pour arriver au but de sa construction. Et bien sûr, dans ces lieux dévoués à la mémoire, les murs irréguliers, les sols en galets et les aléas du chantier, parce qu'il a été interrompu plusieurs fois, laissent les traces de la main-d'œuvre. Ils font partie de la mémoire du processus de construction et l'œuvre peut être lue comme une carte qui montre l'intervention humaine. À gauche, vous pouvez voir les traces du chien qu'on vient de voir, du chien gardien, dans les sols des rampes, qu'on insistait qu'il soit gardé. Et à droite, les traces des mains des ouvriers qui ont littéralement construit avec les mains, avec ses mains. L'imperfection absorbe les erreurs inévitables dans un chantier. Donc on a décidé toujours et à chaque fois de laisser l'imperfection, laisser ses traces dans la construction. Et parfois, l'encontre entre un mur imparfait fait main avec un matériau industriel comme une paroi vitrée en glace trempée nécessite d'un ajustement. Et les solutions plus directes et simples, comme une fente faite à la meuleuse, sont pour nous les mieux adaptées à notre contexte. Et aussi, il y a aussi les traditions constructives locales qui sont menacées de plus en plus par une réglementation qui les bannisse, sont aussi une opportunité pour relier mémoire, matière et carte. Quelquefois, on n'en a que besoin d'un banc et d'une couverture perméable pour encourager la conversation amicale à l'ombre. Et même quand on a fait appel à des procédés soi-disant industriels, comme la préfabrication de ces panneaux en mouche à rabier pour les pôles éducatifs de l'Université de Piura, la réalité du chantier nous dépasse. Et on doit accepter l'imperfection comme le moyen de faire cohabiter les plans avec les cartes. Donc, même si préfabriqués, les moyens mis en place pour les construire généraient des tolérances de plusieurs millimètres. Sur la façade ouest, de 70 mètres de long, on a accepté de laisser quelques endroits vides qui puissent accueillir cette tolérance. Richard Long explique son œuvre Walking a Line in Peru comme une couche additionnelle, je cite, une marque qui s'ajoute aux milliers de couches d'histoire humaine et géographique dans la surface du sol. Le musée Paracas se dilue donc dans le paysage par sa masse et ses couleurs et garde en même temps une forte présence. Il ne s'agit pas d'imiter les formes ni de disparaître sous terre, mais de s'insérer dans la construction culturelle millénaire du paysage. Et du nouveau, les limitations techniques et économiques représentent une opportunité pour transformer le bâtiment en carte. Les imperfections du polissage fait main et l'oxydation du ciment puzzolanique, qui a beaucoup de ferrite, introduisent la dimension du temps dans cet empilement de couches sur les territoires. Et bien sûr, dans cet équilibre entre nature et artifice, il faut aussi que le bâtiment puisse accepter l'empilement des couches ajoutées par la nature même, comme les semble après l'arrivée des vents Paracas, tous les ans, qui donnent les noms aux lieux et à la civilisation qui habitait. Et d'ici, on passe à l'épaisseur de l'intimité, donc notre dernier thème abordé dans le livre. Et on a toujours été intéressé par la transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre les domaines publics et les domaines privés ou intimes, soit comme une conséquence de la préservation de l'intimité, le voir et ne pas être vu des maisons coloniales à Lima, avec ces mots charabia d'origine mauresque, ou soit comme un dispositif pour créer les bonnes conditions environnementales, comme l'a fait Louis Kahn en Californie, d'abord, puis en Inde et au Bangladesh. À Lima, la ville sans ombre, la profondeur nécessaire à créer la transition entre intérieur et extérieur se compte en mètres et pas en centimètres, afin d'apprivoiser la lumière. Le contraste qu'on obtient
avec une modénature, se transforme en une vraie épaisseur. Et cette épaisseur peut constituer un seuil entre le dehors extérieur et le dedans extérieur. Dans cet immeuble de logement à Lima, l'épaisseur est constituée par une série d'éléments verticaux en marbre gris des Andes qui font office de brise-soleil et des dispositifs pour préserver l'intimité des pièces de nuit. Et depuis l'intérieur, ces éléments cadrent la vue sur le parc. L'épaisseur est habitée par des pots plantés qui font office de garde-corps et qui ramènent le parc à l'intérieur des logements. Dans une situation... Non, là, c'est un coquille. Dans une situation urbaine dense, l'épaisseur est constituée par un bâtiment à redans qui assure les bons éclairements et des appartements et crée des diagonales pour dilater l'espace entre l'intérieur domestique et l'espace urbain public. Dans l'immeuble des logements à Junín, à Lima aussi, situé dans les centres historiques de Barranco, qui est un centre, un quartier colonial, est soumis bien sûr aux normes d'alignement sur la rue et l'imposition des baies verticales. L'épaisseur entre les logements et la rue est un espace habité des terrasses qui, comme dans les cas des piscines dans les maisons à la plage, sont les lieux privilégiés de rencontre entre les voisins. Dans les pôles éducatifs de l'Université de Piura, l'épaisseur de l'intimité est constituée par un bâtiment tout entier, un bâtiment seuil qui permet de passer de l'éblouissement du désert équatorial à la pénombre des dents extérieures. Ces bâtiments nous donnent le temps d'ajuster nos pupilles pendant que l'on monte à l'étage ou que l'on accède au rez-de-chaussée en laissant la brise passer pour changer notre perception thermique. On nous montre on va vous montrer là une petite vidéo qui montre comment le bâtiment vit au fil d'une journée. Ça marche. Il est arrivé vraiment en retard. Hein. Il y avait 2 caméras.
Donc quand les Grafton nous ont invités à présenter ces bâtiments à la Biennale de Venise, on a décidé de montrer la présence de l'absence de deux matériaux fondamentaux, la lumière et son filtre. Donc on a exhibe les coffrages qui filtrent la lumière de Venise et on a montré la lumière de Piura avec un plan fixe du dedans extérieur le long d'une journée entière projeté sur les murs vénitiens. Et dans la même année, c'était 2018, le bâtiment à Piura nous a transportés au IIT de Chicago pour les prix Miss des Amériques. Donc les livres qui recueillent les propos de cette conférence, que j'espère pouvoir ramener en bonne quantité la prochaine fois qu'on sera là, on est la conséquence. Et merci beaucoup. Merci. Ça marche pas? Viens ici, Olivier. Oui, c'est pour le mettre dans la salle. Ah oui, Ah. ouais. Non, mais comme ça, on attend. Merci beaucoup. On va mettre une fréquence. Pendant ce temps, tu peux parler sur le micro, Olivier. D'accord. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Vous avez énormément construit. Il y a beaucoup de projets sur lesquels on aimerait que vous vous arrêtiez davantage. Oui, mais on aurait Trouver besoin un moyen pour... Après 40 minutes, les gens commencent à déconnecter. Non, pas du tout connecté. Donc nous, on suit... Bien. Merci encore, c'est vraiment... je pense que la façon dont vous avez articulé votre conférence, c'est vraiment marche extrêmement bien et ça donne une cohérence, ça montre la cohérence de votre travail d'une manière spectaculaire. Moi, c'est la maison. Il y a beaucoup de projets dont j'aurais aimé voir davantage d'images, mais la maison avec les chambres en pont, c'est extraordinaire. Bon, alors, il faut que je vole en attendant que le micro soit prêt pour les questions. Vous allez parler très fort pour qu'elle puisse être enregistrée. Qui veut poser une question? Moi, je fais bien. Donc, tout d'abord, félicitations, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Alors, moi, j'ai une question à poser sur les matériaux de façade. Donc, quand vous avez montré l'immeuble sur les Teatinas, là, j'imagine que c'est du béton avec un enduit, une peinture. Et ensuite, le Piura, l'université de Piura, c'est du béton brut banché. Vous le laissez brut, Pourquoi? Merci. Est-ce que vous avez compris la question? Les Oui, matériaux de façade. Oui. Non, les restaurants n'est pas fait en béton. C'est pour ça qu'il est enduit blanc. Oui. Et c'est une histoire marrante parce que c'était un restaurant qui était censé être démoli au bout des 5 ans. Parce que c'était un terrain qui était censé d'être une opération immobilière pour construire un immeuble. Et donc, les propriétaires voulaient tester ce restaurant, voir s'il marchait. C'était le premier restaurant des végans à Lima. Et donc, on a construit avec des briques. Et bien sûr, on a besoin d'avoir une structure qui contient les murs en briques pour des raisons sismiques, mais il est tout fait en briques porteuses et bien sûr des poutres pour les porte-à-faux, mais c'est tout. Et après, pour Piura, évidemment, en étant dans le dessert, on a voulu garder les bétons apparents parce que ça absorbe
la poussière, la terre. Donc, ça vieillit absolument pas. Par contre, à l'intérieur, puisqu'on avait besoin de beaucoup d'ombre, on a voulu introduire les blancs pour réfléchir la lumière. Donc, c'est un peu la logique. En général, sur la côte péruvienne, on travaille beaucoup avec les bétons apparents pour cette raison. Je crois que la question va sur pourquoi du béton. Et non. J'ai trouvé que l'université de Piula, ça se marie magnifiquement bien avec les paysages. J'ai trouvé que c'était dans les tons ocre. Et je voulais savoir si vous aviez passé une azur, quelque chose. Non. C'est la terre du lieu. Et même à Paracas, c'est pas teinté. C'est un ciment qui est pouzzolanique, donc c'est couleur rose. Ocre, oui, mais rose, quand on les coule, ça reste plus clair, c'est rose. C'est un ciment qui est très résistant au salpêtre. Et donc on l'utilise normalement pour les fondations. Et nous, on a découvert que sa couleur n'est pas très jolie au départ, mais on a découvert qu'en le laissant apparent. Et surtout quand on le polit. Et surtout quand on le polit, il s'oxyde avec le temps, il devient brun, il s'obscurcit. Donc il change tout le temps, c'est à chaque fois plus foncé. Donc on a voulu l'utiliser aussi comme un moyen de s'intégrer à ces lieux qui a du sable rouge aussi. On sait que le Pérou est un pays extrêmement sismique et je suis très étonné de la légèreté de vos bâtiments et de ces voiles très minces, de ces pare-soleils très très hauts et très fins. Donc, d'une part, bravo. Et je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez avec des ingénieurs, comment est-ce que ça se passe, comment vous arrivez à ce résultat de légèreté. Je ne sais pas si on a l'impression que c'est... On se bat toujours pour que ça soit encore plus léger, mais... non. Oui, pour nous, c'est... Bon, il y a des principes des contrevendements par exemple, les brise-soleils, ils sont toujours attachés en partie moyenne. Et donc, les mouvements sont quand même stoppés par ce qui est derrière. Donc, il y a mais je ne sais pas si c'est pas une question d'échelle, parce que les brise-soleil, quand même, il fait 15 cm de oui. C'est vraiment... Oui, c'est une question d'échelle plus c'est pas léger. En tout cas, on ne peut pas faire des brise-soleil de 5 cm ou 7 cm. Non. Il y a de la ferraille dedans, et c'est... Non. Ouais. Et c'est vrai aussi que on essaye toujours de définir l'espace par la structure, et comme la structure est très pressante, on arrive, à cause du séisme, on arrive à garder l'espace sans dans le temps, non? Parce que... Et on a les panneaux préfabriqués en moucharabier aussi. Dans un moment de faiblesse, on a reçu un constructeur espagnol qui proposait de faire ces panneaux en béton de fibre, non? Et donc les faire très fin, très léger. Et donc on aimait cette idée, mais les budgets ramènent toujours les choses à la réalité. Donc, parce que ça coûtait 20 fois, c'est pas comme ici, ça coûtait 20 fois, il fallait tout importer, et il n'y avait pas la main-d'œuvre, donc il fallait même importer la main-d'œuvre. Donc, on a gardé ces panneaux qui bougeaient, qui avaient cette tolérance, et qui ne sont pas vraiment de la préfa.
Et donc, on doit imaginer des bâtiments qui admettent une tolérance majeure et l'intégrer dans l'archi. C'était pour rebondir par rapport à la question précédente, c'était plutôt sur la partie matériaux justement et le choix de ce béton en strates. Vous avez parlé de pisé et voilà pourquoi est-ce que vous avez choisi du coup le béton plutôt que le pisé ou d'autres matériaux? Strictement pour des raisons sismiques. Sinon ça tombe. Et donc déjà tout ce qui est pisé, le fer à lima déjà c'est très cher parce qu'il y a peut-être dans la montagne c'est le contraire et on doit suivre des normes comme on montrait et de plus en plus les matériaux traditionnels sont bannis par la réglementation. On suit les pas de l'Europe. Donc, on copie les règlements à retardement, heureusement. Et donc, c'est de plus en plus difficile de faire dans des matériaux traditionnels. Mais le béton, disons, nous, on a une tradition constructive qui vient de la France. Donc le béton, il est un matériau qui est assez commun. Et on a tous les ingrédients sur place. Les constituants du ciment, le sable, les cailloux. Et donc finalement, c'est un matériau qui est très local. Assez local. Non, tout le monde sait faire du... Et tout le monde sait faire du béton. Donc, mais bien sûr, on ne sait pas faire les bétons de Ando, mais on sait faire un béton que Ando ne peut pas faire. Donc, parce que ça coûterait trop cher. Je voudrais revenir sur votre introduction, parce que votre introduction, c'était un peu la partie manifeste, non, de votre présentation. C'est-à-dire que vous expliquez quelque chose que je pense extrêmement important, c'est que du point de vue architectural, la question de l'intériorité n'est pas la question de l'abri. La question de l'intériorité, c'est la question du rapport au monde. Et cette intériorité, elle n'est pas initialement la résolution d'un problème de protection. Ça devrait faire rebondir notre ami Karim quand il fait son dernier bouquin sur la dignité. C'est-à-dire que l'idée que l'intérieur, dans toutes ses déclinaisons, puisque justement tout votre travail est une méditation sur la notion d'intérieur, à partir de quand cet intérieur devient collectif, à partir de quand cet intérieur permet à l'individu de se retourner sur lui-même, cette espèce de gradation d'intériorité que vous jouez tridimensionnellement. C'est-à-dire que vous faites des hommages à l'enceinte primitive qu'on va trouver dans les temples de la montagne, et en même temps, vous n'utilisez pas littéralement l'enceinte, pratiquement jamais. Si vous l'utilisez, c'est pour qu'à un moment donné, elle devienne une paroi verticale, elle se plie, elle devient un toit, etc., etc. Et ce qui, moi, me frappe, c'est comment on pourrait dire une obsession, mais ce n'est pas une obsession, c'est une espèce de projet d'épuiser une thématique, finit par se substituer à la notion de langage. C'est-à-dire que vous avez un langage architectural qu'on pourrait trouver finalement assez hybride, puisque d'un bâtiment à l'autre, l'utilisation des matériaux, les formes, etc., toujours avec une espèce
volonté de localisme, hein, toujours le régionalisme critique est là, et c'est pas pour rien que vous avez montré un morceau de Murat Salo comme étant le travail central de l'architecte en question. Mais moi, ce qui m'épate finalement, c'est que vous arrivez à sauter la question du langage, comme si le vide finissait par devenir le langage et que la façon dont son enveloppe était constituée était finalement contextuelle. C'est-à-dire que la seule chose qui est architecturalement centrale, c'est la façon dont ce vide se façonne, prend des échelles, offre des possibilités d'habitation. Et finalement, le matériau, la forme spécifique, vous avez une espèce de... Vous prenez un malin plaisir à torturer les appuis au sol, comme si on faisait un pilotis qui n'était pas un pilotis, pour que tout d'un coup un pilotis soit à la moitié d'un poteau et la moitié d'un mur, hein, et pas forcément dans l'axe du volume. On voit bien que là, il y a une espèce de coquetterie provocatrice. Hein. Mais je trouve que ce qui est un peu la leçon de votre présentation, c'est à quel point se dédier, se consacrer au vide comme essence même de l'architecture, vide architecturé, voilà, c'est comment cette chose-là, ça peut nous dispenser de la question de l'écriture. Merci. J'espère qu'on a enregistré ça parce que oui. on va l'utiliser. tu l'as dit mieux que nous, donc. Oui. Non, c'est vrai que l'enveloppe est comme une conséquence de vide. Et je pense que pour nous, c'est très important la coupe, la section, au moment de travailler, où vraiment, ce qui est plus important, c'est ce vide, et ce vide en rapport aussi avec le territoire. Donc pour ça, la section est impeccable. Je voudrais prendre le contre-pied du début de ce que vous disiez, Laurent, à savoir que au début de votre argumentation, vous disiez en effet que les conditions climatiques font effet que la fonction d'abri cède le pas devant la fonction symbolique. Mais il me semble, moi, pourtant, que tout ce que vous avez montré après, c'est que vous fabriquez également des abris contre la lumière, contre l'intensité du soleil, et pour obtenir des ambiances plus fraîches que ce que l'extérieur offre. Alors, je ne vois pas la nécessité de cette inversion que vous proposez au départ, puisque vos projets ne le montrent pas. Qui sont magnifiques par ailleurs, évidemment. Oui, ça dépend des cas. Dans le bâtiment, le dernier bâtiment qu'on a montré, vraiment, il fallait se protéger d'une chose. Quand on dit qu'on n'a pas besoin de s'abriter, on se réfère surtout à ce que l'on doit faire ici par rapport à ce que l'on doit faire là. Donc, toujours, je pense qu'il faut toujours... L'abri sert aussi à procurer l'intimité. Donc, mais on se réfère plutôt à cet abri qui doit être étanche à l'air, étanche à l'eau, chauffé, climatisé, pour arriver à un confort physique. Et le fait qu'on doit faire une petite altération de cette température, n'empêche que on peut arriver très facilement à oublier la fonction de l'abri dans l'architecture. Parce qu'il nous faut très peu. Donc, non, en général. Un petit peu d'ombre. Oui, mais c'est la démonstration que l'intérieur n'est pas technique.
Oui. Il n'y a pas de technique. Et ça, c'est une stratégie aussi très importante au Pérou, parce que, contrairement à ce qui se passe en Europe, l'architecte n'est pas responsable du bâtiment. Donc, comme il n'est pas responsable de l'ouvrage ou de l'œuvre, il n'a pas de pouvoir non plus sur l'œuvre. Et donc, on a trouvé assez rapidement que le meilleur moyen de se faire respecter, c'est que ce qui définit l'espace est la structure. Et pas les couches, les différentes couches ou d'autres choses. Parce que si la seule personne qui est respectée par les maîtres d'ouvrage et par l'entrepreneur, c'est l'ingénieur structure. Ouais. Dans un pays sismique. Ouais, personne ne va oser donc, toucher donc si ce qui définit l'espace et la structure, c'est bon. On est sauvé. Question d'Edouard. Salut. Quel plaisir de vous revoir. Hein, et quel bien ça nous fait de replonger. En tous les cas, moi, ça m'a replongé dans une conférence que vous aviez faite, je pense, il y a 3-4 ans. Et j'avais noté une phrase à l'époque de toi qui disait que vous étiez en pleine liberté de manque de moyens. Et j'avais trouvé cette phrase assez belle. On va la renoter. Hein? Elle est belle. Putain, ouais, très belle. Ouais. Et on sent ça dans votre travail. C'est toujours cette faculté à revenir à l'essentiel et à réinventer à chaque fois presque la même chose, mais toujours différemment, avec des moyens qui sont toujours aussi magiques et magnifiques. Et là où on en est, nous, ici, c'est l'inverse qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de débauche d'énergie pour essayer de faire un bâtiment. Et que voir votre travail, ça nous remet, je crois, une nouvelle fois dans le juste chemin qui doit être celui de notre travail. Donc merci pour tout ça. D'autres questions? Ah, plein de questions. Bonsoir, merci pour la clarté de votre propos et la beauté de vos projets. Vous avez une manière très très didactique de parler de vos projets en coupe. C'est les seuls documents que vous exploitez, que vous nous présentez. Ce sont avec une simplicité qui est une lisibilité qui est en fait totalement appréciable et qui semble être à la fois du coup un document et un outil qui sert à la conception au tout début et y compris comme vous le montrez maintenant à sa communication ultérieure. À quel point est-ce que vous arrivez, alors qu'en France, nous, c'est un document, enfin, c'est une méthode que les maîtrises d'ouvrage ne comprennent pas, qui échappe à notre, disons, à la logique du plan et de sa rentabilité. Dans quelle mesure vous arrivez à accompagner la démarche et la communication avec vos maîtres d'ouvrage avec cet outil-là, avec cette simplicité que vous avez et qui montre, je rebondis là-dessus en même temps, et qui montre en fait toute sa richesse spatiale et tous ces entre-deux, ces espaces ambigus comme vous les appelez, qui n'existent que par la coupe en fait. Bon, on fait des plans aussi. Hein. Ouais. Non, on fait tout à des détails, des plans, des coupes, non, comme partout dans le monde. Oui, et j'ai l'impression que là-bas, les gens ne regardent pas non plus la section. Je pense que la section, les coupes, c'est pour l'exploration du projet. Et après, je pense que c'est... Non, c'est... Oui. Mais surtout l'idée d'essayer de montrer nos projets que par la coupe. Et là, dans cette occasion, on a montré quelques plans
Mais il y a d'autres fois où on n'a pas montré du tout des plans. C'est une idée qui nous a été donnée par Humboldt, par Alexandre von Humboldt, parce qu'on a fait en 2013, c'est un peu comme Fitzcarraldo, non? En 2010, on a relié pour la première fois dans l'histoire le Pacifique avec l'Atlantique en passant entre le Pérou et le Brésil. Donc avant l'Amazonie, c'était un trou. Il fallait, disons, il n'y avait pas de route, donc il fallait traverser, prendre les bateaux, contourner, etc. Donc on a fait pour la première fois une route qui traverse toute l'Amérique du Sud, mais à cette latitude-là. Et on a pris une voiture et on a parcouru cette coupe que Humboldt avait dessinée. Et on s'est rendu compte de l'extrême habileté de ces scientifiques allemands qui débarquaient sur l'Amérique du Sud et qui a pu non seulement créer une théorie unifiée de la nature, mais aussi décrire un continent avec une coupe. Et donc on s'est dit que s'il était arrivé à le faire, ça devait être un challenge pour nous d'essayer d'expliquer nos projets par la coupe. Et il y a aussi le fait que les plans n'expriment pas l'espace. Oui, aussi, bien sûr. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que tout est étudié en plan aussi. Bravo. Une autre question par là? Bon. Une dernière question? Ou pas, ou avant-dernière? Une fois, deux fois? C'est fini. On a faim. Non, il y a une question. C'est une question émotionnelle. Ça fait un moment que je regarde cette photo où il y a un désert. J'ai bien compris un ciel gris. J'ai bien compris que vous vous accrochiez au relief. J'ai bien compris la coupe. J'ai bien compris tout ça. Mais que ressentez-vous lorsque vous voyez un paysage pareil et qu'il faut construire un musée? Je veux dire, il n'y a pas de vie, il n'y a que enfin, c'est très minéral. J'ai bien compris que vous vous raccrochiez à l'océan, au soleil. Mais c'est vrai que pour nous, qui sommes habitués à des paysages plus verdoyants, ça doit être très difficile pour vous de vous projeter là-dedans. Et ça dépend si on est né à cet endroit-là. Ça fait partie de notre ADN. Disons que nous, on est habitués à habiter dans le désert parce qu'il y a des oasis. C'est-à-dire les rivières qui descendent des Andes font des petites vallées fertiles. Et on habitait avant dans les petites vallées fertiles. Maintenant, on habite un peu partout, dans le désert aussi. Et on ramène l'eau dans le désert. Mais on aime bien aussi ce paysage totalement abstrait où il n'y a que le sol et le ciel qui le définissent et qui est absolu, mais qui est en même temps, dans la côte péruvienne, qui est en même temps assez ambigu. Parce que nous, on est les seuls, je pense, les habitants de Lima, on est les seuls. Il y a quelques gens qui sont allés à Lima. Et voir l'horizon, par exemple, il y a que les gens de Lima qui voient l'horizon. Parce que pour un étranger qui arrive à Lima, il voit la mer grise qui se dilue dans le ciel et il n'y a pas de ligne d'horizon. Donc nous, on imagine, on est vraiment coincé entre l'océan et les Andes, mais on ne voit pas ni la ligne de l'horizon, ni les montagnes. Donc on habite dans un endroit un peu... Sans limite. Un peu...
Oui, un peu unique. C'est pour ça que tu as parlé de filet de rame tout à l'heure. Et donc, c'est sûr qu'il y a quand nos amis de la Colombie, de l'Argentine arrivent au bout des 5 jours sous ce nuage, ils commencent à se décomposer, non? Parce qu'ils ne voient pas les ciels. Il y a Mathias Klotz, une fois, il est venu, on l'a promené, on dit... heureusement que le soleil est sorti, on va voir. Et lui dit quel soleil. Voir un peu d'ombre, c'était déjà exceptionnel. Donc, et en plus, il pleut jamais dans cette côte. Donc, il faut dire, c'est la deuxième ville du désert en population sur la surface du globe. Lima est une ville du désert. Oui. Les gens, ils imaginent toujours les montagnes péruviennes avec la forêt tropicale, mais non. c'est très localisé. Et puis il vaut mieux qu'il ne pleuve pas à Lima, parce que sinon ça serait une catastrophe. Oui, en même temps. Parce que cette falaise-là que vous voyez, elle tient parce que il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Bien. Bon. Merci beaucoup. Alors merci encore Jean-Pierre et Sandra pour cette conférence de rentrée après un an de disette et de diète. Alors je suis chargé de vous signaler évidemment que vous êtes les bienvenus et même plus encore à la prochaine conférence puisqu'on reprend, qui aura lieu le 14 octobre dans le cadre de notre cycle Une saison française. C'est une conférence de Clément Vergely.